On va parler d'objets réparables et non pas jetables. Et se poser cette question, est-ce que c'est la fin du tout jetable, l'avènement du tout réparable? Et cette révolution, vous l'attendez avec impatience, vous militez pour plus de réparabilité, mais il y a une mauvaise nouvelle quand même. Si on compare les données, l'indice de réparabilité, il est en baisse. Il y a 30 ans, on réparait combien d'objets? Euh, J'ai lu des études à ce sujet qui corroborent à peu près ce que j'ai pu observer depuis 45 ans dans le cadre de l'atelier de réparation La Bonne Combine À Lausanne? à Lausanne. C'était à peu près 80% des quelques 10 000 appareils par année qui rentrent à La Bonne Combine qui étaient réparés. Aujourd'hui, ce taux tend à tomber vers 60%. C'est un petit peu plus que la moyenne européenne parce qu'il y a quand même des bons bricoleurs qui travaillent dans cet atelier, mais c'est effectivement dramatique. Mais le plus dramatique, en fait, c'est le fait que les 40% d'appareils qui finalement ne seront pas réparés vont nécessiter du temps pour poser un diagnostic, voir s'il existe encore des pièces, lancer des coups de fil, regarder sur Internet, etc. Et que ce coût ne sera jamais couvert parce que le client est disposé à payer pour apprendre ce qu'il pouvait presque deviner aujourd'hui, que son appareil n'était pas réparable. Du coup, ces coûts-là doivent être imputés sur les 60% d'appareils qui peuvent être réparés. Du coup, ça renchérit encore le coût de la réparation de ceux qui sont réparables. Donc on rachète. Et donc, voilà, le prêt-à-jeter, comme je l'appelais dans mon combat il y a 45 ans, le prêt-à-jeter a malheureusement encore de beaux jours devant lui. Et souvent, la réparation coûte plus cher que d'acheter son grille-pain au Black Friday. Mais quelles sont les vraies causes de cette perte de réparabilité? L'obsolescence, la complexité technique, le manque d'information, c'est quoi? Tout d'abord, la disponibilité des pièces détachées. Ensuite, de ça, un certain nombre de pratiques techniques qui visent à souder, coller, scotcher, rifter, plutôt que visser. Ou alors, plus pervers encore, au lieu de vous mettre une vis normale, pour laquelle on trouve un tournevis dans le magasin du coin, on vous met un tournevis avec une tête. Par exemple, le magnifique brevet déposé par Apple sur la tête Pentalobé, qui a fait, soit dit au passage, la fortune de iFixit aux États-Unis, qui vend depuis des années le fameux tournevis qui permet d'ouvrir un Mac ou un iPhone. Ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième élément, peut-être le plus important au fond, c'est l'arrivée de l'électronique, on devrait d'ailleurs dire de l'informatique, dans tous ces appareils. Et puis c'est une informatique propriétaire qui n'est pas du tout open source, donc il faut vraiment être taillé pour pouvoir les réparer, les dépanner. Il faut des logiciels propriétaires. Et voilà, ça c'est une des causes. Une des causes. Open source, le mot est important, c'est donc à la disposition de tous. Mais rassurez-nous, il y a quand même une révolution qui est en marche, une révolution pratique. Alors l'IA, elle est décriée, on l'a évoqué dans la première partie, l'IA qui évidemment peut faire peur, mais à quoi elle peut être utile, l'intelligence artificielle, pour la réparabilité des objets? Alors c'est vrai que l'IA nous fait à tous peur parce qu'elle permet de remplacer potentiellement toutes sortes de tâches simples et répétitives. En revanche, c'est une certitude pour moi, en tout cas, l'IA ne sera jamais capable de piloter un robot qui regarde un appareil qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam pour savoir ne serait-ce que comment l'ouvrir, comment utiliser un oscilloscope ou un multimètre pour prendre des mesures sur l'appareil et rechercher une panne, et puis rechercher ensuite de cela sur Internet la pièce, enfin bref. Donc sur ce point-là, ce qu'on a lancé récemment, c'est un projet d'IA qui permet de soutenir le développement d'activités haute valeur ajoutée. Je veux parler de la réparation. C'est cette activité qui consiste à prendre un truc qui est supposé être devenu un déchet pour en faire un produit à nouveau parfaitement utilisable. Donc l'IA, elle est utile pour diagnostiquer plus vite si mon objet, mon grille-pain, mon aspirateur, mon ordinateur est réparable. Alors pour revenir au point de départ, l'IA, elle devrait avoir ces deux fonctions. La première, c'est d'éviter que n'entre dans un atelier de réparation et que des techniciens perdent du temps pour à la fin se rendre compte que l'appareil, il n'y a plus moyen d'obtenir les pièces, ou en tout cas que la pièce qui lâche sous le temps, elle est introuvable. L'IA saura certainement vous dire: «Non, non, là, ça vaut pas la peine.
parce qu'il y a 80% de chances pour que ce soit le cas classique. L'appareil ne pourra pas être réparé parce que manque de pièces. Puis à l'inverse, à partir du moment où cette IA est à disposition de monsieur et madame tout le monde, enfin des consommateurs sur internet, je peux me loguer et puis poser à l'IA la question de savoir mon aspirateur marque machin, modèle truc, voilà le défaut qu'il a, quelles sont les choses qui sont réparées, si oui, pour quel prix, est-ce qu'il existe encore des pièces ou est-ce qu'au contraire, non, non, là c'est fini, il faut marquer dommage. Donc stimuler les gens ou restimuler les gens à faire ce qu'ils faisaient un peu naturellement il y a 40 ou 50 ans, faire réparer leurs objets plutôt que de les remplacer. Donc en fait, l'IA peut devenir, pourrait en tout cas, si on l'utilise correctement, un véritable compagnon technique, un conseiller pour expliquer, pour orienter. Tout à fait, pour faire en sorte que des techniciens développent des solutions de réparation pour des appareils qui, sont réparables et que tout le monde le sait. Et donc avec pour conséquence des réparations globalement moins chères et donc plus compétitives que le remplacement d'un appareil par un appareil neuf. Mais avant d'acheter un appareil, il a été fabriqué. Il y a des grands groupes qui fabriquent ces, ces objets. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le problème au départ et que ces grands groupes, que ces marques fabriquent des appareils réparables et non pas aussi compliqués que ce que vous avez décrit, pour qu'au fond, on inverse ce cercle infernal? Alors bon, on tend vers cela, hein. L'Union européenne, l'Amérique du Nord légifèrent à tour de bras dans ce sens-là. Je vous signale par exemple que les garagistes français ont l'obligation, de par la loi, de proposer à leurs clients un devis de réparation pour le véhicule avec des pièces neuves ou avec des pièces de récupération. En Suisse, j'ose même pas imaginer quelle serait la réaction politique si une telle proposition était faite. Bref, il y a un cadre qui pousse rendre obligatoire un indice de réparabilité pour que le choix des consommateurs soit un choix éclairé, qu'ils choisissent, pour autant qu'ils en aient les moyens, les appareils plus réparables, donc pour autant qu'ils sachent calculer, puis se rendre compte qu'un appareil pas cher qui dure pas longtemps, c'est finalement peut-être plus cher. Comme disait ma grand-mère, le bon marché est toujours trop cher. Donc ça devrait stimuler la réparation. Mais bon, voilà, ça c'est un cadre légal. Il n'y a pas encore d'obligation, il n'y a pas encore des dirigeants d'entreprises qui sont en prison pour avoir fabriqué des produits prêts à jeter. Qui sont effectivement jetables. L'open source, l'open hardware, c'est la prochaine étape. Alors à la fin des fins, moi je me bats pour ça. À l'époque, je parlais d'indice de normalisation, c'est-à-dire que la possibilité ou plutôt l'impossibilité pour un fabricant de relancer les ventes d'appareils neufs en disant il n'y a plus de pièces pour réparer les anciens, qui est quand même une pratique assez généralisée. L'open source, enfin l'open hardware, c'est comme l'open source, c'est la même chose, tous les plans sont publiés, vous avez le droit de les réutiliser, de les modifier, vous avez l'obligation, si vous les avez modifiés, de les republier pour que d'autres puissent continuer à améliorer en fonction des avancées technologiques le produit. Puis à partir du moment où vous pouvez télécharger les plans, fabriquer localement vos appareils, bah évidemment, vous pouvez les réparer. Et mieux que ça, vous pouvez même les améliorer s'il y a des évolutions technologiques qui vont dans ce bon sens. Est-ce que c'est réaliste d'imaginer un futur où les citoyens et les réparateurs, les réparatrices, reprennent la main face aux grands groupes, face aux grandes marques? Non, mais les grands groupes, ils vont se transformer. Les grands groupes, ils vont vite comprendre que cette idée d'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire que vous ne vendez pas le produit, mais vous vendez son utilisation. C'est le cas bien connu des Suisses, en tout cas, de mobilité car sharing, qui ne vendent pas des voitures, mais des kilomètres en voiture. Le partenaire de Wai, L'économie d'usage. exactement. Économie de fonctionnalité, mais qui a un changement de paradigme absolument fondamental. À partir du moment où le vendeur a intérêt à ce que son produit dure le plus longtemps possible, bah bingo, on a réussi, puis on a au passage réduit les consommations d'énergie de matières premières et puis réduit les coûts totaux d'utilisation au bénéfice des consommateurs. Dans quel délai on pourrait voir ce monde-là? Mais il apparaît, puis il a commencé sérieusement il y a quelque temps. D'ailleurs, pas très loin d'ici, puisque le premier brevet open hardware, on le doit au CERN. Juste à côté, là, les Frappadingues qui ont inventé le web il y a 35 ans. Et puis, d'abord, je me suis dit, j'ai invité par deux fois l'un des auteurs de ce brevet open hardware pour savoir en quoi
qui est ma conviction, ça va être la véritable troisième révolution industrielle. Le retour à ce mode de conception des produits et de les faire évoluer, enfin de les réparer d'abord, de les faire évoluer ensuite plutôt que de tout les changer. Et ça fait 10 ans que ce brevet existe. Et ce que j'ai l'occasion de signaler ici, qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en interviewant le co-auteur de ce brevet Open Hardware, sur la question de savoir, mais enfin, c'est simplement parce que vous êtes plus originaux que les autres que vous avez fait ça. La réponse, non, non, pas du tout. C'est juste que les gouvernements australiens ou japonais qui contribuent pour des centaines de millions de dollars au budget de recherche fondamentale et appliquée du CERN, ils voulaient qu'il y ait aussi des retombées technologiques et économiques pour leurs économies à eux, et pas uniquement réservées aux Suisses, aux Français ou aux Européens. Donc la condition a été posée par les gouvernements qui financent le CERN de tout mettre en code ouvert, tout ce qui sort, enfin, c'est un vieux slogan, public money, public goods. Donc c'est un choix politique, mais qui va nécessairement s'imposer, parce qu'il n'y a pas, sinon on va dans le mur. Il n'y aura plus d'argent pour faire des recherches. Et imaginez à l'inverse, si demain, tous les budgets des centres de recherche, des universités, des hautes écoles technologiques débouchaient sur des innovations qui puissent être partagées et se démultiplier, l'effet levier est monstrueux en réduisant les coûts de la recherche et développement. Enfin, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais vous m'invitez. Vous écouterez des heures. L'avenir donc à l'open source et à l'open hardware, révolution en marche, ouverte, collaborative, locale et profondément humaine. Au fond, profondément humaine, j'aime bien ce terme qui est souvent utilisé dans le monde de l'open source. On parle de coopétition. C'est-à-dire qu'on coopère, mais quand même, on est en compétition. Même si on utilise les mêmes technologies, les mêmes langages de programmation, on est tous à des stades différents. Donc, on est dans une situation dite de concurrence parfaite, et les économistes néoclassiques de la fin du 19e et début du 20e siècle postulaient que si cette condition notamment était respectée, alors on allait tendre vers une situation d'allocation optimale des ressources, à savoir le minimum de capital, de travail, d'énergie, de matières premières pour le maximum d'utilité pour les consommateurs, comme en parlent les économistes. Évidemment, la situation n'est pas du tout celle-ci aujourd'hui. Et puis pourquoi ? Simplement, moi, j'observe que les plus gros scandales d'obsolescence programmée dont on a tous ici entendu parler sont le fait de multinationales qui sont en position de quasi-monopole. Donc voilà, parce qu'évidemment, c'est très profitable. Donc, en gros, ma conclusion, c'est qu'il faut revenir vers une économie de marché avec de la concurrence parfaite, comme l'avaient imaginé les économistes d'hier. Et puis, avec ça, je pense qu'on va pouvoir constater que la durabilité est soluble dans le capitalisme et qu'il n'y a pas besoin d'attendre que le capitalisme s'effondre ou qu'on invente autre chose pour remettre l'économie sur les rails. En conclusion, c'est comme ça qu'on va réparer le futur et ensemble. Merci, François Martalais. Beaucoup.